Imaginez une roue géante qui tourne dans l'espace et génère une gravité artificielle. Comme celle-ci. Un truc si énorme qu'il faudra plusieurs lancements et un assemblage au milieu des étoiles. Eh bien, ce n'est plus un décor de film de science-fiction, ça va devenir réalité. Le plus fou, c'est la raison pour laquelle elle sera construite. Les humains ne sont tout simplement pas faits pour l'espace, du moins pas à long terme, pas pour y vivre des années. Notre corps commence à se dégrader dès que la gravité disparaît, comme une batterie de téléphone qui se vide bien plus vite que prévu. C'est pourquoi scientifiques et ingénieurs reviennent toujours à la même idée audacieuse: construire une station orbitale en rotation qui crée une gravité artificielle. Quand quelque chose tourne, ça crée une poussée vers l'extérieur, appelée force centrifuge. En gros, la même chose qui vous plaque contre la paroi d'un manège. Placez des astronautes dans des modules sur le bord extérieur d'une station en rotation et soudain, leur corps a l'impression que la gravité est revenue. Ils peuvent marcher et dormir normalement. Et surtout, ils peuvent vivre dans l'espace sans se transformer peu à peu en fragiles statues de verre. En microgravité, c'est-à-dire ce que ressentent les astronautes sur l'ISS, les os perdent en densité et les muscles fondent. Même le cœur s'affaiblit, parce qu'il n'a plus besoin de lutter contre la gravité pour pomper le sang. Le corps humain commence tout simplement à lâcher. La gravité artificielle pourrait stopper cet effondrement progressif et transformer l'espace d'un lieu qu'on visite en un lieu où l'on vit vraiment. La station qui rendra tout ça possible ressemblera à un moyeu central, avec des modules d'habitation disposés comme les rayons d'une roue de vélo. L'anneau extérieur devient le sol, car la rotation plaque tout vers l'extérieur. Les ingénieurs visent environ la moitié de la gravité terrestre, car même ça pourrait changer la donne pour les missions longues. Et pour obtenir cette demi-gravité, la station devrait avoir un rayon d'environ 40 mètres et tourner à 5 rotations par minute. Mais l'espace ne fait jamais de cadeaux. Car dès qu'on fait tourner une station, on crée le problème le plus redoutable auquel personne ne pense avant qu'il soit trop tard. L'amarrage. S'amarrer à une station spatiale normale, c'est déjà comme enfiler une aiguille en dérivant à des milliers de kilomètres/heure. S'amarrer à quelque chose qui tourne comme un mixeur au ralenti, ça veut dire que le vaisseau doit synchroniser sa rotation parfaitement. Sinon, il percuterait la station comme une voiture fonçant sur un rond-point en mouvement. Vous vous souvenez de la scène d'amarrage dans 2001, l'Odyssée de l'espace? Voilà, c'est ça. Mais une seule erreur, un mauvais angle, un timing mal calculé, et ce foyer orbital se transforme en un coûteux nuage de débris. Construire une telle station demandera de multiples lancements, un assemblage minutieux en orbite et un travail de précision constant où chaque boulon compte. Si quelque chose casse au mauvais moment, on ne perd pas juste une mission, on perd l'oxygène, la sécurité et probablement la possibilité de rentrer sur Terre. Ce n'est pas la première fois qu'on rêve de gravité artificielle. En 2011, la NASA a imaginé le concept Nautilus X, un véhicule spatial longue durée conçu pour des missions de 1 à 24 mois, soit la zone de danger où le corps humain commence à se détériorer en microgravité. L'astuce, c'était une centrifugeuse embarquée, une section rotative capable de créer une gravité artificielle pour que les astronautes perdent moins vite muscles et os. Nautilus devait servir d'escale pour des missions longues vers la Lune ou Mars. Elle aurait été placée à l'un des points de Lagrange, selon la destination de la mission. Les points de Lagrange sont des endroits particuliers dans l'espace où la gravité de deux grands corps, comme le Soleil et la Terre, et la force nécessaire pour qu'un petit objet orbite, s'équilibrent parfaitement. C'est un peu comme une place de parking pour vaisseaux spatiaux, où il faut très peu de carburant pour rester en place. La station aurait aussi pu servir de base d'urgence et d'hôpital pour d'autres équipages. Mais le projet n'a jamais été financé. Bien avant Nautilus X, en 1966, le projet Gemini 11 a tenté de bricoler la gravité avec une méthode aussi ingénieuse qu'improvisée. L'équipage a relié sa capsule Gemini à un véhicule cible Agena avec un câble de 30 mètres. Puis, ils ont essayé de maintenir ce câble tendu en flottant au-dessus de la Terre. Le plan était simple, faire tourner les deux vaisseaux comme un lasso spatial au ralenti.
et la rotation créerait une légère poussée vers l'extérieur. C'était de la gravité artificielle. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était capital. Ça prouvait qu'on pouvait fabriquer de la gravité en orbite, au lieu de simplement la subir. Bien sûr, l'espace n'a rien facilité. Le câble ne s'est pas comporté parfaitement au début. Le mouvement est devenu instable, jusqu'à ce que l'équipage le maîtrise avec les propulseurs. Mais une fois la rotation stabilisée, ils ont généré une fraction de 1 G, une version microscopique de la gravité. Pourtant, des objets se déplaçaient sous l'effet de cette force minuscule. Cette idée n'a donc rien d'aléatoire. C'est un problème que tous ceux qui prennent au sérieux la vie dans l'espace essaient de résoudre. Parce que sans gravité, l'espace ne fait pas que sembler bizarre. Il détruit lentement le corps humain, comme la rouille ronge le métal. Et pendant que l'humanité planifie ses stations rotatives comme des cités orbitales, une autre planète nous attend en silence, Vénus, la planète que tout le monde présentait comme la jumelle de la Terre, jusqu'à ce qu'on réalise que la jumelle avait mal tourné et pris feu. Vénus a presque la même taille et la même gravité que la Terre, mais sa surface ressemble à une cocotte minute remplie de nuages d'acide et d'une chaleur capable de faire fondre vos rêves au contact. Vénus n'est pas qu'une voisine effrayante, c'est un avertissement. Comme si l'univers avait donné à la Terre une version d'elle-même qui a mal fini, placée juste à côté pour que personne ne puisse prétendre que l'avenir reste toujours clément. Il est donc crucial pour les scientifiques de comprendre comment une planète si semblable à la Terre est devenue un tel cauchemar. Et maintenant, la NASA veut y aller. Son plan comprend 2 grandes missions aux personnalités très différentes. La première, Veritas, orbitera autour de Vénus et cartographiera sa surface en haute résolution grâce au radar et à la spectroscopie. La spectroscopie, ça peut sembler complexe, mais c'est juste un moyen de lire la composition d'un objet en observant comment il interagit avec la lumière. Veritas veut découvrir ce que Vénus cache sous cette couverture nuageuse, car on ne peut pas comprendre l'histoire d'une planète sans voir ses cicatrices. La NASA prévoit un lancement au plus tôt en 2031, ce qui semble loin, mais pour une mission planétaire, c'est quasiment demain. Ensuite, il y a Da Vinci, une sonde qui étudiera l'atmosphère vénusienne de haut en bas. Da Vinci mesurera les gaz, la chimie et les indices qui pourraient répondre à la question la plus fascinante. Vénus a-t-elle un jour eu des océans, de vrais océans d'eau? Ceux qui auraient pu la rendre habitable avant qu'elle ne se transforme en fournaise. La NASA décrit Da Vinci comme une mission visant à déterminer si Vénus a pu un jour ressembler à la Terre, avec un lancement prévu pour 2030. Pendant que ces projets se développent, un programme spatial inhabituel vole déjà, un satellite en bois. Ce concept japonais original s'appelle l'Ignosat. Le bois se consume proprement lors de la rentrée atmosphérique, ce qui pourrait réduire les particules nocives par rapport à certains satellites métalliques. C'est aussi une expérience pour voir comment le bois résiste à l'environnement brutal de l'espace. Radiation, écart de température, vide et tout le reste. L'Ignosat est fabriqué dans un type de magnolia traditionnellement utilisé au Japon, avec une technique d'assemblage sans vis ni colle. Il est minuscule, moins de 10 cm de côté, mais l'idée derrière est immense. Au lieu d'envoyer toujours plus de métal froid dans l'espace, on pourrait un jour construire avec des matériaux naturels qui ne polluent pas le ciel en retombant. Le premier L'Ignosat a quitté l'ISS fin 2024 et poursuit sa mission. L'Ignosat 2 devrait être lancé en 2026. L'humanité prépare donc tous ces méga-projets spatiaux qui semblent impossibles jusqu'à ce qu'ils deviennent soudain réels. Et chaque fois qu'une de ces idées fonctionne, même un tout petit peu, ça change ce que notre vie et l'univers peuvent devenir. C'est comme ça que la fiction devient réalité. En 2023, un ancien ingénieur de la NASA a affirmé avoir construit une machine capable de se soulever contre la gravité, et ce sans utiliser de carburant. Pas de fusée, pas de feu, pas d'échappement, juste de l'électricité. Si cela est vrai, les lois les plus sacrées de la physique et tout ce que nous savons sur le voyage spatial s'en trouveraient à bouleverser. Alors, s'agit-il d'un canular de plus ou d'une porte vers l'avenir ?
Le nom de cet ingénieur est Charles Buller. À la NASA, il veillait à ce que les fusées n'explosent pas comme ça, accidentellement. Il a fait partie des programmes Space Shuttle, Hubble, ISS, entre autres méga-projets. Maintenant, Buller et son équipe travaillent pour une entreprise privée qui s'appelle Exodus Propulsion Technologies, et ils essayent de réaliser un vieux rêve d'ingénieur spatial, un vaisseau qui n'aurait pas besoin de carburant. C'est le genre de choses qui changerait instantanément tout ce qui concerne le voyage dans l'espace. Imaginez un avenir où vous pourriez aller sur la Lune, sur Mars, ou où vous voudrez sans dépenser une quantité colossale de ressources, et il affirme que lui et son équipe ont enfin résolu le problème, qu'ils ont construit une machine capable de s'élever dans les airs sans aucun propulseur. Vous avez bien entendu, l'équipe affirme avoir enfreint la troisième loi de Newton, la règle fondamentale de notre monde selon laquelle chaque action nécessite une réaction égale et opposée. Par exemple, dans les fusées, on expulse du carburant à l'arrière, c'est l'action. Poussée ainsi, la fusée avance, c'est la réaction. Un dispositif magique de ce genre enfreindrait également le principe de conservation de la quantité de mouvement. Lorsque vous exercez une poussée sur quelque chose, vous gagnez du mouvement, mais cette autre chose doit acquérir une quantité de mouvement égale dans la direction opposée pour que tout soit équilibré. Selon ses inventeurs, cet appareil changerait la quantité de mouvement total du système à partir de rien. Mais comment obtenir un quelconque mouvement sans pousser contre quoi que ce soit? C'est comme un ballon qui pourrait avancer tout en conservant tout son air. Si cette machine fonctionne réellement, c'est qu'il doit exister une force naturelle que nous aurions manquée pendant toutes ces centaines d'années d'études du monde physique. Buller lui-même l'a appelée la nouvelle force. Essayons un peu de comprendre. Pour créer cet appareil magique, ils ont utilisé l'électrostatique. Leur appareil de test était petit, un objet de 30 grammes, à peu près de la taille d'un jeu de cartes, et il a réussi à créer une poussée, ou une impulsion, en utilisant des champs électriques. Un type de force invisible créée par des charges électriques. La nouvelle force commence à fonctionner lorsque deux événements se produisent dans le système. Le premier est le déséquilibre électrique. Une pression électrique se produit à travers certaines parties de l'appareil, un peu comme la pression de l'air. Si cette pression n'est pas répartie de manière homogène, par exemple, si un côté a plus de poussée électrique que l'autre, c'est le premier élément. Et cela se produit lorsque le champ électrique, la force invisible que les charges électriques créent, est configuré de manière optimale. Il doit se déployer d'une certaine manière, pas en ligne droite, mais de façon inégale et en éventail, comme les rayons du soleil ou ceux d'une roue. Et voilà, quand cela se produit, l'appareil se pousse lui-même et fait bouger l'objet entier. Au début, cette mystérieuse nouvelle force était minuscule et à peine perceptible, peu ou pas de poussée et pas de bruit. Mais avec chaque amélioration, les choses ont commencé à changer. Et en 2023, ils ont finalement mesuré une poussée suffisante pour surmonter la gravité terrestre. Le plus étrange dans tout ça, c'est que selon Buller, dans certains cas, la poussée continue même lorsque l'alimentation est coupée, tant qu'il reste de la charge dans les matériaux. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Cela suggère quelque chose de totalement nouveau en physique, quelque chose de plus profond que ce que nous comprenons actuellement. Alors maintenant, tout scientifique honnête commence à transpirer, parce que ça semble délirant. Et franchement, ça pourrait l'être. Buller admet qu'il s'agit encore d'un travail préliminaire. L'équipe a publié sa découverte et a obtenu un brevet. Soit dit en passant, l'entreprise emploie des personnes qui ont travaillé à la NASA, chez Blue Origin et dans l'US Air Force. Ils bidouillent ce genre de choses depuis des décennies. Charles a présenté ses conclusions à l'APEC, une conférence pour les personnes passionnées par la propulsion alternative et des choses folles comme les moteurs à distorsion, l'antigravité et tout ce qui concerne Star Trek. Maintenant, ils travaillent activement sur ce projet. Bien sûr, le sujet est encore très controversé et de nombreux scientifiques restent sceptiques. Il pourrait y avoir une erreur que personne n'a encore détectée. Ainsi, ils veulent tester la machine dans l'espace. Si elle fonctionne là-haut aussi, cela pourrait changer le voyage spatial à jamais. Ça pourrait être réel parce que ce n'est pas la première fois que nous découvrons quelque chose de ce genre. Récemment, une start-up appelée Evo Ltd a affirmé avoir construit un Quantum Drive, un autre dispositif de propulsion qui apparemment n'a pas besoin de carburant. Ses créateurs ont dit qu'ils exploitaient une théorie étrange et controversée de la physique appelée inertie quantifiée. Elle a été élaborée par un physicien britannique du nom de Mike McCulloch. En gros, il a affirmé que l'inertie, cette propriété qui pousse les objets à résister à l'accélération, n'est pas une règle fondamentale de la nature.
mais un effet causé par un rayonnement quantique étrange à la limite de l'univers observable. En termes simples, si cette théorie est correcte, alors dans les bonnes conditions, vous pourriez être capable de générer une poussée sans rien projeter vers l'arrière. Plus besoin de carburant, juste de l'électricité et une installation suffisamment ingénieuse. De nombreux scientifiques n'y croient pas, mais qui sait, peut-être que c'est pour cela que ces nouvelles inventions pourraient réellement fonctionner. Quoi qu'il en soit, au départ, l'entreprise Ivo a été fondée par une petite équipe de techniciens qui souhaitaient découvrir l'énergie sans fil. Leur première grande idée s'appelait CBAT, transmission aérienne à base capacitive. En gros, une manière sophistiquée de transmettre de l'électricité sans fil, par le biais de l'air, mais quelque part, en cours de route, ils ont changé de direction. Ils ont commencé à se demander, si nous pouvons faire passer de l'électricité dans l'air de cette manière, pouvons-nous également déplacer des objets? Pouvons-nous repenser l'inertie elle-même? Ainsi, en 2021, ils ont commencé à travailler sur un dispositif de propulsion basé sur cette théorie de l'inertie quantifiée. Ils ont construit leur propulseur Quantum Drive autour de cette idée. C'était un système électrique autonome. Pas de réservoir de carburant, pas de combustion. Juste une boîte prête à l'emploi qui fait bouger les engins spatiaux. Selon eux, c'est léger, empilable, et ça peut être fixé à un satellite comme un grille-pain. Et ça ne pèse que quelques centaines de grammes, bien plus léger qu'un propulseur traditionnel. En 2023, ils l'ont testé. Pas dans le garage de quelqu'un, mais dans une véritable chambre à vide, simulant les conditions de l'espace. L'équipe a déclaré avoir écarté toutes les forces connues qui pourraient se fausser les résultats. Et ils ont réussi à générer une poussée. Pas beaucoup, mais de manière cohérente et mesurable. Puis est venu le grand moment. Ivo et une entreprise partenaire, Rogue Space Systems, ont lancé le Quantum Drive dans l'espace. Et maintenant, ils attendaient les résultats des tests. Beaucoup de physiciens pensent que tout cela n'est que baliverne. Certains d'entre eux ont fait remarquer que ça ne pouvait pas marcher, car il s'agirait alors d'une machine à mouvement perpétuel. En gros, si un appareil comme celui-ci fonctionnait réellement, on pourrait l'utiliser pour produire de l'énergie de manière infinie, ce qui enfreint la première loi de la thermodynamique. Mais selon Ivo, ce n'est pas ça qu'ils font. Ils disent que l'inertie quantifiée fonctionne bien selon les lois de Newton, juste un peu différemment. Quoi qu'il en soit, tout cela doit être vérifié 2 fois. Les sceptiques ont tout à fait raison, car beaucoup de personnes ont de mauvais souvenirs. En 2001, un ingénieur britannique nommé Roger Shawyer a présenté l'M-Drive. C'était un appareil étrange en forme de cône qui, supposément, créait une poussée sans rien éjecter à l'arrière. Les gens étaient super enthousiastes. La NASA l'a même testé avec leur équipe d'EagleWorks. Et en 2016, ils ont affirmé avoir détecté de minuscules quantités de poussées provenant de l'M-Drive. Les médias ont parlé de révolution. Les gens et les scientifiques n'en croyaient pas leurs oreilles. Mais plus tard, des études plus poussées, y compris une étude provenant d'une université allemande qui a vraiment bossé sur le sujet, ont découvert la triste réalité. Il ne s'agissait que d'une erreur expérimentale. En 2021, le verdict est tombé. Le moteur M-Drive ne fonctionnait pas. Ce n'était que du bruit expérimental, des données mal comprises, un autre rêve qui partait en fumée. De nombreuses inventions sans propulseur se sont heurtées à un énorme mur tenace, les lois de la physique. Il est donc trop tôt pour dire si ces startups réussiront à changer le monde à jamais. Mais si cela s'avérait réel, ce ne serait pas simplement un nouveau moteur, ce serait une toute nouvelle ère.